Voilà, nous sommes au musée de la bande dessinée d'Angoulême et nous allons découvrir un coffre au trésor. Là, nous rentrons par une porte blindée pour voir les trésors des collections. Effectivement, se rappeler que le musée a été créé en 90, il y a plusieurs vies, plusieurs expositions, et là, un travail sur une nouvelle monstration des planches originales du fond muséal. Donc on va effectivement voir quelques planches avec un petit plan séquence. Là, on voit une reproduction murale de Topfer, qui serait un des inventeurs de la bande dessinée. Donc l'histoire de Monsieur Vieux-Bois, un vieux garçon à qui il arrive plein de blagues. Et là, on est 1799-1846. En Suisse, quelqu'un qui aurait effectivement voulu être peintre et qui est devenu auteur de BD et qui a lancé la narration en images avec des textes en contrepoint des images. Voilà, on va pénétrer dans l'exposition, qui est une exposition donc temporaire, sur plusieurs salles, avec plusieurs thématiques. Là, on est dans la thématique par rapport à un style, on appelle le style académique, qui apparaît dans les années 20, aux États-Unis. Effectivement, on n'est pas dans l'humour, on est dans la littérature populaire, la science-fiction, le policier, avec des auteurs clés comme Alex Raymond, Foster, Bruce Hogarth. Donc ce qui est important, c'est de voir effectivement les planches originales. Là par exemple, on a du Alex Raymond. Alex Raymond, c'est Flash Gordon. Et après, nous avons Harold Foster, Prince Vaillant, donc des magnifiques originaux en noir et blanc. Sans oublier Tarzan, Edgar Rice Burroughs. Et Poivret, alors Poivret, lui, qui va faire une série de SF, Les Pionniers de l'Espérance, qui va influencer entre autres Mézières et son Valérian. Là, nous sommes sur Paul Gillon, aussi un magnifique noir et blanc. Paul Cuvelier, alors Paul Cuvelier, Corentin, un auteur rare qui se voulait peintre. Alors on a effectivement une reproduction au mur des aventures de Corentin. Corentin, le petit moussaillon breton qui va se retrouver autour du monde. Alors là, c'est Corentin, le poignard magique. Notez la précision des traits. J.G., un des grands maîtres de la BD franco-belge, qui va développer Spirou, mais aussi là, nous avons Jerry Spring. Et directement, J.G. va influencer Jean Giraud Moebius. Donc vous voyez une planche de Blueberry, le tome 9, la piste des Sioux. En passant par Buzzelli et sans oublier Bilal, avec Dionnet, des aventures spatiales d'Exterminateur 17. Alors, quelques objets un petit peu étonnants. Donc là, c'est François Skuyton, Galaxy. Galaxy, c'est une référence à la géométrie sacrée, à l'univers des cités obscures. Alors, sans oublier aussi la monstration d'une partie du fond de revues, des revues importantes, des revues comme Pilote, Tintin, Spirou, des revues où on trouvait en prépublication un certain nombre d'albums. Alors aujourd'hui, on a Métal Hurlant qui revient. Métal Hurlant a permis de découvrir des grands de la BD, Bilal, Druyet, Moebius. Après, on a la période Pif Gadget avec Rahan. Voilà, donc la bibliothèque a un certain nombre de revues qui sont aussi mis en avant. Et là, nous avons une planche de Rahan, Annie Gotzinger, Casque d'or. Sans oublier François Bourgeon, qui a fait l'objet d'une très belle exposition avec les naufragés du vent, les passagers du vent. L'exposition s'appelait Les naufragés du temps. Toujours dans le Moyen-Âge, nous avons Hermann, avec les tours de Bois-Maury, et le magnifique Juillard, qui vient de nous quitter, avec les 7 vies de l'épervier. Une vision sombre, magique et un peu désenchantée du Moyen-Âge. Voilà.
On passe dans la salle d'à côté. Alors chaque salle a une couleur dominante. Donc là, on passe du bleu au vert. On se retrouve, vous avez tout de suite reconnu la fusée de Tintin, avec en arrière-plan les aventures de Bécassine. Et là, nous sommes dans la salle dite de la ligne claire. Alors la ligne claire, c'est Jos Swart qui donne l'expression, mais Jos Swart étudie le travail d'Hergé et voit un petit peu toute la famille. Alors ça vient de McManus, la famille illico, de Carandache même, donc la précision du trait, l'absence d'ombre portée, avec des choses très simples. Benjamin Rabier qui avait fait aussi Tintin Lutin, là on a les aventures d'un lapin. Pinchon, l'aventure de Bécassine. Georges McManus, cité bien entendu Alain de Saint-Augan, le premier trio avec deux personnages et un animal, c'est pas Tintin, c'est Ziggépus, avec le pingouin Alfred, qui a donné le nom des premières récompenses du festival d'Angoulême. Donc là, des très beaux originaux. Tilleux, avec des aventures de bricole, peu connues. Sans oublier le flamand Willy van der Stein, Bobet Bobette, le fantôme espagnol. Alors on voit effectivement les repentirs en blanc, là, de l'original. Et Tibet avec du château qui, effectivement, nous parle de ce jeune détective qui va avoir une carrière exemplaire, Ricochet. Et là, on voit le petit 20e, les aventures de Tintin, avec ces magnifiques couvertures de cette illustration. Là, on était à l'époque de Tintin au Sildavie. Alors, on découvre Chaland, l'héritier de la ligne claire, la vie exemplaire de J.G. qui était publié dans Métal Hurlant. Et puis, Jos Swart, de l'histoire, une nouvelle Babel. Flock aussi, qui est un héritier de cette ligne claire. Il vient de faire sa version de Blake et Mortimer. Et encore Jos Swart qui a inventé ce nom de ligne claire. Voilà, Chaland qui rend hommage à J.G., à la vie exemplaire de J.G. On retrouve toute la carrière de cet auteur, notamment avec sa série Blondin et Cirage. Et voilà, J.G. en style un peu caricatural, mais tellement expressif. Philippe Berthet, après, Chantal de Spiegler, François Avril, qui travaille aujourd'hui avec Druyet pour la Galerie Barbier, entre autres, Olivier Schwartz, qui actuellement est en train de faire une suite de Spirou, la mort de Spirou, mais non, Spirou n'est pas mort, et Stanislas, une aventure de Victor Levallois. Voilà, on passe ensuite dans une autre salle, au ton rouge. Alors, cette salle est consacrée aux inclassables. Voilà, tout ne peut pas rentrer dans des catégories. Donc, on va voir certains auteurs étonnants. Alors, on va notamment Nicolas Deville. Alors, un style très étonnant de la science-fiction. Ça vient d'être réédité. Un ouvrage assez collector, la saga de Xam, psychédélique, on est en plein dans les années 70, et l'exploration de la sexualité et de mondes parallèles. Guy Pellart avec Pravda, la surviveuse, donc le sens du mouvement, de l'érotisme, et puis le rapport entre la carrure et la cambrure féminine et la cambrure d'une moto et de la vitesse. Alors là, on est sur une BD de Touis, publiée dans Pilote à l'époque. Et Jean-Claude Forest. Alors, Jean-Claude Forest, magnifique. Hypocrite, comment décoder l'hélicopie. Donc là, c'est un univers étonnant, imaginaire, avec des personnages. C'est aussi le créateur de Barbarella. Sans oublier Philippe Druyet, dont on a une fresque qui orne l'expo et qui orne aussi les murs d'Angoulême. Et là, Philippe Druyet nous montre un monstre assez étonnant,
c'est Urme le Fou, donc un personnage anthropomorphe de soldat guerrier un petit peu dégénéré. Fred, avec son univers onirique de Philémon, l'enfer des épouvantails. Il navigue aussi sur les lettres du mot atlantique. Jean Telet, spécialiste du roman graphique, très réaliste, plutôt roman photo. Francis Mas, Les Deux du Balcon, donc des BD très surréalistes, très chargés en dialogue. Voilà, Forest aussi, on retrouve Forest dans Pilote. Alex Barbier, titre inconnu. Frédéric Bollet, 3615 Alexia. Pierre Lapolice. Matt Conture, qui est maintenant à Montpellier avec l'édition Six Pieds sous terre, L'homme des cavernes. Caroline Sury. Odd Samama. Donc on découvre des auteurs effectivement pas forcément très connus du grand public. Là c'est Rachel Deville. Voilà. Alors là on rentre dans un univers plus mystérieux, l'univers du clair-obscur. Donc là c'est important de voir comment l'esthétique du cinéma, à travers l'expressionnisme, a influencé la bande dessinée. On va voir un certain nombre d'auteurs. Alors, on va commencer par Milton Caniff, qui inspirera Hugo Pratt, bien entendu, avec Terry et les pirates, en noir et blanc et aussi en couleur. Histoire maritime, histoire d'espionnage, histoire d'initiation. Harold Gray. Et puis le maître du noir et blanc américain, Will Eisner, avec le sang de la caricature, le sang du réalisme aussi. Un univers qui rend compte de la splendeur et misère du rêve américain. Le Spirit, super-héros étonnant, un peu iconoclaste et décalé. Jacques Davis, d'après des scénarios de Kurtzman, Hawaï. Hugo Pratt. Alors Hugo Pratt, c'est très intéressant. C'est une planche un peu méconnue d'une série qui s'appelle Ticonderoga. On voit l'amour de Pratt pour les civilisations non européennes, le rapport du civilisé et du sauvage qui est peut-être plus civilisé que celui qui vient lui apporter la culture. Frank Robbins, Johnny Hazard. Guido Crépax, alors là on est dans l'érotisme, avec Valentina et le Chaboté. Érotisme mêlé d'onirisme. José Munoz, Alexiner, conversation avec une planche. Voilà. L'univers désabusé d'un détective privé. Alex Varenne, maître de l'érotisme, mais aussi de l'inquiétude, avec des personnages un peu perdus. On voit le personnage notamment de la série Ardeur, confronté à son image narcissique. Alberto Breccia, un maître du noir et blanc argentin, avec Péramus. Jean-Claude Forest, à nouveau, encore Forest, avec, on voit bien là, tout le poids et l'imagerie fantastique des contes, avec la jonque fantôme vue de l'orchestre. Alors, au mur, on a une illustration du Spirit de Will Eisner, et nous avons quelques revues de Charlie Monsuel, de Sergent Kirk, voilà, et de la revue Mad, où bien entendu tous ces dessins étaient visibles avant leur publication en album. Alors, parler du clair-obscur, c'est aussi parler de Tardy qui
se balade dans Paris avec Léo Manet et Nestor Burma. Là, c'est le brouillard au pont de Tolbiac. Parler aussi de Chantal Montelier, dessinatrice féministe qui dénonce la dystopie et le totalitarisme et le patriarcat. Jean-Claude Götting, la fille du modèle. L'univers fantastique d'Antoine Mathieu qui va questionner le rapport de l'auteur à sa création, l'histoire de la bande dessinée, la mise en page et la mise en abîme de la création. David B., le Messie discret, mais on n'oubliera pas l'ascension du haut mal, toute une lecture de la maladie avec différents niveaux de lecture et un monde onirique très riche. Pascal Rabaté, Ibitus, et Edmond Baudouin qui a fait l'objet d'une belle exposition rétrospective il y a quelque temps. Edmond Baudouin, le vagabond, salade niçoise. Edmond Baudouin qui adore représenter des femmes et qui est un éternel amoureux. Voilà, là nous abordons une salle consacrée au croquis. Alors l'importance du croquis de Rodolphe Töpffer à Bretéchet, effectivement, dessinateurs qui vont poser rapidement un trait pour créer une histoire. Donc là c'est Troups, le collègue de Baudouin sur la série des carnets de voyage. Bretéchet aussi, là dans des dessins un peu plus érotiques qu'à l'habitude. Villemain, avec ses sales blagues, très trash. Georges Wolinski, qui déteste les jeunes et il le fait savoir de façon très enlevée. Jean-Marc Reiser aussi, des choses très iconoclastes, très dérangeantes, c'est l'orphelinat. Goth et Pétillon, avec une série étonnante qui s'appelle Le Baron Noir. Copie, la femme assise. Johnny Hart, les Sunday Pages des personnages préhistoriques qui ont sans doute inspiré Jules. Et Carandache, bien entendu, un précurseur pour les outsiders. Enfin, dernière salle sur un style, le style gros nez. Alors effectivement, on connaît ça chez Disney, mais Popeye, Pépito, Tezuka, Franquin, Florence Sestac, on a dans la caricature, l'humour. Donc là, on a Frédéric Hopper, Happy Hooligan, de Crazy Cat, de Georges Herriman, François Calvo, avec ses magnifiques animaux, des allégories de la guerre et de notre condition humaine à travers Patamousse et Tromblon le brigand. Jean César, Arthur le fantôme, icône de Pif Gadget. Ralph Kouka, Fix and Foxy, série un peu oubliée. Bon, le génial André Franquin, avec une série où il était passé de Spirou à Tintin, la série Modeste et Pompon, sur les rapports à notre modernité et nos objets de consommation, à travers l'histoire d'un couple et d'un voisin, d'un ami voisin récalcitrant. Arnal, qui créa, en plus de ce petit personnage de Roudoudou, le célèbre Pif, qui devint une revue avec un gadget. Greg, alors qui va créer plein de scénarios, un peu de genre polar ou science-fiction, mais qui va aussi créer son personnage Bachille Talon, érudit pédant, qui va animer avec rage et abnégation les pages du journal Pilote. Walt Kelly, Pogo, dans les Sunday Pages. Et la série phare de notre création française, Astérix le Gaulois. Astérix et Obélix fâchés, mais qui finissent toujours par se réconcilier. La série Peyo. Peyo, les Schtroumpfs, ce ne sont pas que des petits produits de plastique et des dessins animés, c'est avant tout une série
Né dans les aventures de chevalier de Johann et Pierre-Louis, les Schtroumpfs, voilà, c'est le Staland Pelliot pour revisiter un Moyen-Âge formidable. Benito Jacoviti avec Coco Bill, cow-boy iconoclaste. Voilà. Il ne faut pas oublier les animaux de Mick de Lynx, la jungle infolie, tout un univers plus drôle que La Fontaine. Les soldats tirent au flanc de Mort Walker. Le couple de Français moyens, les Bidochons, Christian Binet. Des personnages drôlissimes de Florence Sestac, notamment Harry Mixon et ses vieux copains. Donc, bien entendu, le personnage de Donald et Picsou. Personnage largement dessiné par Di de Rosa, mais là on est sur Luciano Bottaro. Personnage plus récent, icône un peu de la jeunesse et un discours sur le monde adulte, la vie adulte et la difficulté de devenir adolescent. Titeuf, les jeunes filles en fleurs. Et voilà, on retrouve Don Rosa avec le personnage, toujours donc le Picsou qui va voyager dans le monde entier. Et l'expo se termine sur notre République française, mais représentée par Florence Sestac, pied de nez à effectivement la liberté d'expression de la bande dessinée, qui peut se moquer de tout et surtout de nos institutions, c'est bon de le rappeler. Voilà, donc cette expo est une expo temporaire qui sera parachevée en 2026 par une nouvelle installation patrimoniale, mais c'est déjà une belle occasion de revoir des chefs-d'œuvre du 9e art.